Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, money. Must be funny in the richest girl. Uh-huh. Oh, the richest girl. If I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Ils avaient le droit de faire ça? Pourquoi? Le droit. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bonsoir Jérôme. Je peux commencer par peut-être cette question et puis te laisser répondre. Clairement, le monopole, donc c'est une des premières choses évidemment qui vient à l'esprit quand on parle des alternatives monétaires, c'est la fin du monopole. Donc effectivement, la question de est-il souhaitable est une vraie question, et en fait, c'est le fait qu'il ne le soit pas, c'est presque la raison d'être des alternatives dont on parle. Pourquoi n'est-il pas souhaitable, à mon avis? C'est qu'un monopole en général ne se justifie que s'il est effectivement socialement utile ou s'il est vecteur d'efficacité. C'est le cas par exemple d'un réseau électrique. S'il n'y a pas un monopole, effectivement on a un réseau électrique qui est plus difficile à gérer que s'il n'y a pas de monopole. Dans le cas de la monnaie, ça a été longtemps le cas tant que les comptes se tenaient avec un papier et un crayon, c'est-à-dire avant la transformation numérique, hein, la transition vers une économie entièrement numérique, transition dans laquelle nous sommes engagés. La planète est engagée. Donc avant ce monde numérique, effectivement, la complexité pouvait naître d'avoir à gérer une multitude de monnaies. D'ailleurs, on nous a vendu un peu l'euro à l'époque comme ça allait nous simplifier la vie quand on passait la frontière, parce qu'il n'y aurait pas besoin d'aller au guichet de change, parce qu'on utilisait à l'époque, dans les années 2000, davantage de cash papier qu'aujourd'hui. Dans un monde entièrement numérique où le cash devient numérique, notamment Bitcoin, qui est une forme de cash numérique, la question de passer d'une monnaie à l'autre, en fait, se fait en un clic. Aujourd'hui, on passe d'une monnaie à l'autre en un clic. C'est la réalité de 2021. Alors, il y a encore des seules barrières qui existent pour que ce ne soit pas en un clic. C'est quand il y a des barrières réglementaires. Mais techniquement, on passe d'une monnaie à une autre en un clic aujourd'hui. Donc, l'histoire du monopole, elle est morte, en fait. Le monopole est mort, à mon avis, en 2008, parce que la technologie Bitcoin, c'est précisément la possibilité pour tout un chacun de lancer une monnaie, une forme de monnaie en tout cas, communautaire, affinitaire, d'entreprise, enfin dans toutes ces variantes, associatives, toutes ces variantes dont on parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, il n'y a plus de monopole. Alors, le monopole est encore inscrit dans le code monétaire et financier, mais il n'a plus de raison d'être et il est nuisible, il ralentit la transition pour ceux qui continueraient à l'appliquer, pendant que les autres profiteront de l'innovation des nouvelles monnaies. Et de la fluidité, des nouveaux moyens de financement que ces nouvelles monnaies offrent. Donc je pense qu'il est urgent d'y mettre fin et qu'il n'est évidemment pas souhaitable de le maintenir, je dirais, comme momifié, hein, puisque c'est un vestige du passé, encore une fois d'une époque pré-numérique. Voilà ce que j'en pense. En peu de mots, je voulais te laisser évidemment l'opportunité d'en parler. Oui. Je suis d'accord avec ça, avec en tout cas l'idée selon laquelle aujourd'hui le monopole monétaire est mort, en tout cas bien affaibli, du fait de l'émergence d'un ensemble de monnaies alternatives, parmi lesquelles on va trouver effectivement les crypto-monnaies, avec le Bitcoin en particulier, mais parmi lesquelles on trouve aussi d'autres monnaies alternatives, d'autres dispositifs. Donc ce monopole monétaire, il est effectivement en retrait, mais disons que moi j'aimerais bien resituer un petit peu les choses historiquement.
C'est-à-dire que ce qu'on peut considérer comme un monopole monétaire a été construit quand même par plusieurs centaines d'années de travail autour de la construction de l'État et de sa souveraineté et des modalités de sa souveraineté. Et l'idée selon laquelle l'État non seulement émettrait sa propre monnaie, mais l'imposerait dans tous les usages des résidents, s'est imposée en fait très très récemment. Et elle est vraiment devenue l'alpha et l'oméga de la souveraineté monétaire après la Seconde Guerre mondiale, avec les institutions de Bretton Woods, etc. Simplement, effectivement, depuis les années 80, de manière croissante, on a des monnaies nouvelles qui interviennent et qui battent en brèche plus ou moins fortement, à partir de marges plus ou moins actives, ce monopole. Mais je voudrais aussi évoquer un autre point qui est que quand on dit monopole monétaire, la question qui se pose, c'est monopole de quoi, de qui? Parce que l'État peut être considéré comme celui qui a un monopole monétaire, c'est celui effectivement de la fixation de l'unité de compte commune, à partir de laquelle on va tous comptabiliser nos prix, nos dettes, etc., nos engagements, nos créances. Mais il y a la question aussi des moyens de paiement. Et là, pour les moyens de paiement, on a quelque chose qui est en fait en situation de relative concurrence, puisque c'est le système bancaire qui émet. Et donc, on a plusieurs banques qui sont émettrices. Mais dans un système bancaire hiérarchisé, avec à sa tête la Banque centrale, qui est du coup l'autorité monétaire. Et je dirais que s'il y a un monopole monétaire aujourd'hui, c'est un monopole du crédit bancaire. C'est-à-dire que la monnaie considérée comme légale et celle que tout le monde va considérer comme normale, constituant nos systèmes monétaires, c'est un mélange de l'autorité politique qui fixe l'unité de compte et qui fixe les règles, et puis du système bancaire qui émet effectivement les moyens de paiement. Alors après, cette question, est-ce que c'est souhaitable? Moi, je pense qu'il est souhaitable qu'on ait une diversité de moyens de paiement. Pourquoi pas aussi une diversité d'unités de compte, mais avec néanmoins toujours l'idée de quelque chose de commun. Parce que si nous faisons société, c'est aussi parce que nous avons une monnaie qui nous rassemble. Et donc, l'existence d'une monnaie à usage global, d'une unité de compte utilisable par tous et de moyens de paiement utilisables par tous n'est pas contradictoire, ne devrait pas l'être, avec l'usage plus spécifique d'autres unités de compte et d'autres moyens de paiement pour diverses choses qu'on pourra détailler par la suite. D'accord. Alors, sur le monopole, pardon Jérôme, mais le monopole, pour moi, c'était le monopole de la monnaie, et non pas le monopole d'une banque, par exemple. Il y a évidemment une sorte de fausse concurrence entre les banques, mais en fait, il y a un seul réseau. C'est le réseau euro dont je parlais. Donc, le réseau euro bénéficie d'un monopole par rapport au réseau Bitcoin, par rapport à d'autres réseaux. Là, je parle de réseau, puisque pour moi, la monnaie est un réseau. Je le vois en tout cas comme ça aujourd'hui au XXIe siècle. On peut en parler dans le cas de l'or, par exemple, qui a été une monnaie et qui ne l'est plus par obsolescence. Je dirais justement lié en grande partie à la transition numérique. L'or a perdu son statut de moyen d'échange, mais ça a été une monnaie pendant très longtemps, mais aujourd'hui, les monnaies du XXIe siècle, ce sont des réseaux. Donc, je parlais du monopole du réseau. C'est un petit peu la situation, disons, comme si on disait que le train, par exemple, a bénéficié d'un monopole par rapport à la voiture et qu'on n'a plus le droit de prendre la voiture et la route. Aujourd'hui, on a la situation à peu près aussi absurde que celle-là. C'est évidemment pas une remise en cause de l'utilité du train, en l'occurrence de l'euro, qui est effectivement plus ou moins géré par l'État. Alors, on peut quand même discuter de qui contrôle qui. Je pense que la BCE a un charter qui justement lui donne une indépendance vis-à-vis des États. Donc, on ne peut pas dire que les États contrôlent la monnaie. C'est pas vrai, puisque c'est justement pas le mandat de la BCE, c'est de contrôler la monnaie indépendamment des États. Donc, les États ne contrôlent pas l'euro. Et je pense qu'ils sont contrôlés par l'euro. C'est tout le problème du monopole, à mon humble avis. Et c'est celui que pose le monopole monétaire. C'est pour ça qu'il n'est pas souhaitable, puisque quand il y a un monopole, il devient impossible au pouvoir politique
de s'opposer, d'avoir une forme d'indépendance vis-à-vis de ceux qui contrôlent la monnaie. Et quant à un destin commun qui serait lié à une monnaie commune, c'est justement ce que permet la pluralité monétaire, parce que aujourd'hui, personnellement, je ne me reconnais pas dans la façon dont est géré l'euro et dont sont gérées les banques. Donc non, il n'y a pas de destin commun. Et d'ailleurs, si ce destin commun existait, il m'échapperait totalement. Donc si c'est un destin qui nous échappe, je ne veux pas d'un destin commun. La zone euro est une configuration un peu particulière. C'est-à-dire que effectivement, la Banque centrale est indépendante des pouvoirs politiques qui composent à la fois les États, qui sont en fait les États et les gouvernements de la zone euro, mais aussi d'un pouvoir politique qui pourrait être celui qui n'est pas de la zone euro. Mais les États, in fine, ont la capacité de reprendre le contrôle, même au prix sans doute de difficultés. Il y a eu beaucoup de débats au début des années 2010, pendant la première moitié des années 2010, autour de cette question-là. Est-ce qu'on peut sortir de l'euro? Bien sûr qu'on le peut, mais la question c'est celle des conditions dans lesquelles on pourrait en sortir sans trop de mal. Et donc les États ont quand même la capacité, ont toujours la capacité in fine de couper court à tout ça. Mais dans ce que tu dis, il y a quelque chose d'intéressant qui est celui tu parles de train, de route. Adam Smith, qui est l'un des grands économistes, qui est perçu pour celui qui a construit la science économique moderne, avait fait cette comparaison, disant que la monnaie, c'est finalement comme les routes, et qu'on a besoin de routes pour acheminer les marchandises, donc qui se situaient dans un cadre qui était uniquement un cadre marchand. Pour lui, l'économie était constituée des échanges marchands. Je pense que de ce point de vue, ton regard est assez proche. Et donc, pour cela, on a besoin de routes, mais de routes assez variées finalement. On a besoin effectivement aussi de canaux, on a besoin de grandes routes, des autoroutes aujourd'hui on pourrait dire, mais on a aussi besoin de routes secondaires, de chemins vicinaux, etc. Et donc c'est de ces points de vue-là qu'on peut avoir effectivement la nécessité de diverses monnaies, ou en tout cas d'un système monétaire qui permette ce type de transit en quelque sorte, ce type de transport de valeurs économiques au-delà de quelque chose qui serait le one size fits all, c'est-à-dire la même chose pour tous. Après, il y a quelque chose sur lequel je ne peux pas te suivre, qui est l'idée selon laquelle on n'aurait plus de destin commun. Moi, je crois que la monnaie est justement l'un des éléments qui construisent la communauté. Et donc, d'une certaine manière, pas que d'une certaine manière, pour la construction de l'euro a été faite pour un motif qui était en surface un motif économique, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de passer une frontière sans avoir à encourir des frais de change et des risques de dévaluation, mais plus profondément pour des motifs politiques, pour construire et continuer de construire, en dépit à l'époque de la réunification allemande, une sorte de destin commun européen dans lequel on allait équilibrer à peu près les puissances. Et si on redescend au niveau des États, je pense qu'on peut dire quelque chose d'assez semblable, en tout cas de très important, qui est que historiquement, les États construisent aussi l'identité et la communauté autour de symboles et notamment autour de la monnaie. Donc je pense que c'est très important et ça, pour le coup, je ne pense pas que, même si je suis favorable à des formes de pluralité monétaire, je ne suis pas favorable au fait qu'on abandonne des éléments de marquage commun et de symbolique commune et quelque chose qui établit en fait un destin commun, une volonté, des aspirations communes. Mais là, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Le problème que je soulevais, c'était quand tu perds le contrôle de ce destin. C'est pas, donc on est d'accord. Tout à fait. Bien sûr qu'on a tous, en France en particulier, on peut espérer un destin commun pour la France, j'espère, en tout cas qu'il en reste un, qu'on n'est pas complètement dilué dans un univers Coca-Cola, l'univers Coca-Cola que le centre commercial, les Américains voyant le monde comme un vaste centre commercial. Effectivement, j'espère que la culture peut nous sauver. En fait, c'est la culture qui peut faire qu'on ait un destin commun. C'est certainement pas d'émettre une monnaie
capturé par une oligarchie à Francfort qui va donner un destin commun aux Européens, c'est leur culture. Et aujourd'hui, la monnaie est devenue l'ennemi justement de cette construction européenne, puisqu'elle se met dans le chemin du politique et elle rogne le pouvoir du politique, puisque le contrôle de la monnaie échappe au politique aujourd'hui. Tu dis que les États peuvent décider de sortir de l'euro. Bah justement, s'il n'y avait pas de monopole, ils auraient cette capacité. Dans le cadre d'un monopole, tu peux évidemment pas sortir d'un système qui est monopolistique, puisqu'à ce moment-là, tu te retrouves sans monnaie. Donc je pense que là-dessus, on est d'accord. C'est-à-dire que si tu veux que les États gardent cette souveraineté qu'ils ont perdue aujourd'hui, à mon avis, à cause de l'euro, effectivement, il faut qu'ils aient la possibilité d'en sortir. Sinon, on est dans un monopole, il n'y a plus de souveraineté et il n'y a plus de possibilité de sortie, puisque les Anglais l'ont bien compris, puisqu'ils ont gardé précieusement la livre sterling. Et s'ils ont pu sortir, c'est parce qu'ils avaient la livre sterling. Sinon, cette optionnalité n'existait plus pour eux. Et aujourd'hui, les autres États européens qui ont abandonné hâtivement leur monnaie, et moi je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a une oligarchie qui profite de tout ça, évidemment. Mais si la France avait gardé le franc comme les Anglais ont gardé la livre sterling, on aurait cette optionnalité. Et aujourd'hui, on ne l'a pas, parce qu'on n'a plus le franc et que dès qu'on parle de sortir de l'euro, tout le monde, le pouvoir de Francfort, donc peut agiter le chiffon rouge en disant, mais regardez, ce sera le chaos si vous sortez de l'euro et de l'Europe parce que vous n'avez pas votre monnaie. Donc il n'y a plus du tout de souveraineté. Donc s'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de destin commun. Donc en fait, on est d'accord. La question, me semble-t-il, se pose aussi en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que, évidemment, la Grande-Bretagne n'a pas plongé dans la grande aventure de l'euro. Elle a gardé la livre sterling. Mais qu'est-ce que c'est que la livre sterling? C'est à peu près la même chose que l'euro. C'est-à-dire, c'est une monnaie qui est captée par la finance. On est bien dans le même registre de la soumission de la monnaie à la finance. Et donc, la question de la souveraineté, je te rejoins de ce point de vue, c'est aussi la capacité à sortir de ce registre d'une domination de la question monétaire par la question financière. Tout à fait. C'est la création monétaire, c'est la problématique de la création monétaire par des groupes autres que des groupes, effectivement, de financiers, hein, ouais. Évidemment. C'est la création monétaire c'est le pouvoir de création monétaire qu'il faut redonner aux gens. Je crois qu'on peut passer à la question suivante. Alors, sur la question des intérêts, les intérêts sur les prêts bancaires sont-ils légitimes? Moi, je ferai une petite remarque. Alors, la question de l'intérêt est souvent utilisée lorsqu'on est notamment dans un registre alternatif et ou de décroissance pour souligner que le système monétaire tel qu'il est construit est un système monétaire qui produit de la croissance et qui produit des inégalités. Alors, je vais pas nier ces points-là. Je voudrais juste peut-être relativiser ou en tout cas donner quelques éclairages sur cette question pour essayer de répondre ensuite sur la question des intérêts. Alors d'abord, effectivement, il y a un point qui est particulier quand on parle de banques. Les banques font de la création monétaire lorsqu'elles font du crédit. Et c'est en ça, d'ailleurs, que c'est du crédit et pas du prêt. On ne prête pas une ressource qui est déjà là, mais on crée cette ressource. Alors, on la crée sans toutefois faire quelque chose qui est ex nihilo, parce que la ressource créée, la monnaie qui est créée, l'est en contrepartie d'une créance sur l'avenir qui est lié au projet économique qui justifie la demande, etc. Par ailleurs, la banque, lorsqu'elle crée cette monnaie, lorsqu'elle crée une ligne de crédit pour son client, a besoin aussi de ressources. Dans le système actuel, elle utilise des ressources qui lui proviennent notamment de la Banque centrale. Du coup, il y a un coût induit par l'accès, bien sûr, à ces ressources. Alors, il se trouve que ce crédit bancaire, c'est le moteur du capitalisme.
du capitalisme tel qu'on le connaît depuis le XVIIIe siècle et tel qu'il s'est développé depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est la grande invention humaine, hein, qui a porté l'industrialisation. Ça, c'est un élément qui est tout à fait crucial. Et donc, on peut effectivement associer le crédit bancaire à la croissance, à la dynamique de croissance qui a cassé en quelque sorte la tendance séculaire à des formes de croissance économique associées plutôt à de la croissance démographique. Avec le crédit bancaire, ce qui se développe, c'est le système économique dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, avec toutes ces difficultés et puis toutes ces réalisations, y compris celles qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui pour disserter ou débattre de cette question. Alors après, le crédit bancaire appelle de l'intérêt, effectivement. La question de la légitimité ou pas de l'intérêt est tout sauf nouvelle, hein, on la pose depuis des temps immémoriaux. Elle est posée dans les textes religieux, elle a été reposée très fortement en Occident au Moyen-Âge, par exemple. Elle a aussi été évoquée notamment par un auteur que je vais un petit peu évoquer, qui est Silvio Gesell, qui est un auteur allemand qui a construit une pensée très originale entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, et qui a proposé un système de monnaie dite fondante. Alors, il a une réflexion intéressante sur l'intérêt. Il nous explique que l'intérêt, au fond, peut se décomposer en 3 morceaux, en 3 parties. Vous avez dans l'intérêt quelque chose qui est ce qu'il appelle une prime de risque, donc qui doit tenir compte du risque qui est encouru par le créancier. Vous avez un deuxième élément qui est ce qu'il appelle une prime de hausse, c'est-à-dire en fait ce qui va compenser l'inflation éventuelle. Et puis, il y a le troisième élément, et c'est là-dessus qu'il met l'accent, qui est ce qu'il appelle le tribut, qui est ce qu'il appelle aussi un intérêt fondamental, et qui va rémunérer la spécificité de la monnaie sur les biens. Et pour lui, ce qu'il observe, c'est que la monnaie peut se conserver d'une période à une autre, contrairement aux biens. C'est-à-dire que le porteur d'un bien, ou le producteur de certains biens, en tout cas, se retrouve désavantagé par rapport à des porteurs de monnaie, dans la mesure où si vous produisez un bien périssable, eh bien, vous ne pouvez pas le garder très longtemps, il va falloir que vous le vendiez. Alors que si vous détenez de la monnaie, vous avez au contraire, sauf inflation importante, vous avez au contraire quelque chose qui garde sa valeur. Et c'est sur ce tribut que Gesell souhaite mettre l'accent et qu'il propose en fait ce système de monnaie fondante, c'est-à-dire la proposition qu'il fait, c'est de lutter contre ce tribut en imposant un intérêt négatif à la détention de monnaie, de sorte que les porteurs de monnaie, au lieu de garder leur monnaie et de la faire sortir du système économique, la réinjectent en la dépensant pour éviter d'avoir à payer les frais de la fonte. Alors ce système de fonte d'ailleurs a été remis un petit peu au goût du jour à partir des années 80 dans certains types de monnaies alternatives. Quoi qu'il en soit, moi ce qui me paraît intéressant dans ce type d'approche, c'est que ça souligne que tout dans l'intérêt n'est pas nécessairement condamnable et qu'il y a des éléments qui se justifient lorsqu'il est question ici de crédit bancaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, déjà, Gesell, bon, effectivement, c'est une analyse un peu, je dirais, un peu rapide, à mon sens, hein, des dynamiques du marché, c'est-à-dire un peu tordre le bras des gens pour qu'ils dépensent leur argent avec des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire, en gros, si vous le laissez sur un compte, on va vous prendre des taux d'intérêt négatifs, ce qu'on appelle couramment des frais de tenue de compte. C'est la fonte monétaire qui sont donc brûlés, hein, de la monnaie qui est finalement retirée du circuit parce que les gens ne l'ont pas fait circuler. Bon, c'est un peu leur tordre le bras. Et c'est un peu le principe aussi des intérêts positifs, c'est-à-dire la création monétaire dont on parle, qui est la création monétaire donc bancaire par émission d'un crédit bancaire, parce que le crédit entre particuliers, le crédit de pair à pair n'est pas créateur de monnaie, c'est juste un transfert. Et à ce moment-là, le loyer de l'argent se justifie, puisqu'il y a transfert, le prêteur transfère la jouissance
d'une somme dont il détient à quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cas, le loyer de l'argent et donc une forme d'intérêt se justifie. Dans le cas d'un crédit bancaire où l'argent n'existe pas préalablement, il est créé dans la transaction, évidemment que le taux d'intérêt ne se justifie plus, à mon sens. Et quant aux frais encourus par la banque, ce sont des frais techniques d'émission du crédit, des frais de gestion, qui doivent être donc ce qu'on appellerait des frais de dossier, qui là, pour le coup, seraient légitimes pour couvrir les frais de fonctionnement de la banque, mais en aucun cas des frais proportionnels au montant emprunté et surtout dans les proportions qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que on a effectivement une forme de pénurie de monnaie qui est créée, qui existe du fait que dans la transaction de prêt, les intérêts ne sont pas créés. Donc donc l'emprunteur doit aller chercher le paiement des intérêts qui représentent, comme tu le sais, au début d'un prêt immobilier, par exemple, la plus grosse partie des remboursements. Il doit aller trouver cette somme donc sur les autres utilisateurs de la monnaie. Donc on crée une pénurie de monnaie. C'est une forme de fuite en avant parce que en fait, la mission d'un crédit, c'est la capture de l'énergie future de l'emprunteur. Donc effectivement, il y a une forme de collatéral. Moi, c'est ce que j'appelle la tokenisation de l'énergie. Puisque je considère que la monnaie, c'est une tokenisation de l'énergie, on monétise de l'énergie. Dans le cas du crédit, c'est une énergie future, qui est celle de l'emprunteur, qui est celle que l'emprunteur va fournir à travers ses remboursements. Donc, ça ne justifie pas des intérêts. C'est déjà un privilège énorme de créer la monnaie, d'avoir le pouvoir. Donc, la licence bancaire, c'est le pouvoir de monétiser l'énergie future des emprunteurs. C'est un pouvoir, un privilège absolument énorme. Et c'est pour ça aussi que le monopole est contestable, d'ailleurs. Mais comme le monopole est contestable, les intérêts le sont, parce que le simple fait de pouvoir créer la monnaie donne accès à des biens de manière prioritaire. Une banque peut créer de la monnaie pour ses obligés, pour ses filiales, et donc bénéficier d'acheter des biens avant que d'autres puissent le faire. Et donc, c'est un privilège énorme. Donc, c'est pour ça que les intérêts ne sont pas justifiés. Et d'ailleurs, on voit bien qu'avec ce système d'intérêt et le monopole, les profits des banques sont totalement disproportionnés par rapport aux autres acteurs économiques, puisqu'en France, la dernière fois que j'ai regardé, donc ce qu'on appelle le produit net bancaire, c'est 140 milliards d'euros par an. C'est-à-dire, en gros, les prélèvements de TVA par l'État français. Donc, en gros, les banques prélèvent sur les acteurs économiques à peu près autant que l'État, c'est-à-dire 20% si c'est le taux de TVA. Bon, le taux moyen est plus bas, mais enfin, on est sur des taux absolument délirants. Et ça, c'est bien le signe à la fois d'un monopole, parce que la tendance du monopole, c'est de devenir prédateur, et la conséquence des intérêts, puisque c'est la façon la plus facile, je dirais, de tondre les utilisateurs, c'est effectivement de leur faire payer des intérêts quand on crée la monnaie. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, je suis forcément sceptique sur les intérêts, alors surtout sur l'espèce de mythe qui consiste à dire qu'en réglant les intérêts, on va avoir un effet sur l'économie, on va pouvoir ralentir ou accélérer l'économie. En réalité, on est dans une situation... L'économie, c'est des phénomènes bien plus vastes que les taux d'intérêt. C'est la loi des retours décroissants. C'est-à-dire, comme tu l'as souligné, la monnaie dette, c'était génial quand il fallait conquérir le monde au XVIIIe siècle. Et conquérir le monde, industrialiser le monde, ça a été effectivement extrêmement utile de pouvoir créer une monnaie ex nihilo et encore une fois, monétiser l'énergie future, parce qu'il y avait beaucoup d'énergie. Mais aujourd'hui, on est dans la loi des retours décroissants, c'est-à-dire qu'on arrive à saturation des ressources dans toutes leurs dimensions, avec la population qui aujourd'hui donc est de plus de 7 milliards d'habitants. Donc, on est sur les retours décroissants. Et c'est là que les problèmes arrivent quand on a une monnaie comme la monnaie dette, quand on n'a que ce système-là. On a tendance, évidemment, à continuer comme si on était au XVIIIe siècle, alors qu'on n'y est plus du tout. Et ça a pour effet de détruire la planète. C'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça qu'il faut réagir et revenir à des monnaies à quantité limitée comme Bitcoin qui justement évitent cette fuite en avant en responsabilisant ceux qui détiennent la monnaie et qui n'ont plus cette notion de fuite en avant avec l'émission de monnaie, une masse monétaire qui croît exponentiellement et qu'on peut d'ailleurs faire croître en appuyant sur un bouton quand il y a une crise qu'on voit aujourd'hui avec la création monétaire de 2000 milliards d'euros en Europe ou presque 5000 milliards de dollars aux États-Unis en un an, pour faire face à la crise monétaire. Il y avait d'autres façons de gérer le problème. On pouvait très bien, par exemple, autoriser les restaurateurs à émettre une monnaie
en monétisant leur patrimoine, en créant une partie qui monétiserait leur patrimoine, et l'autre partie qu'ils auraient pu gérer sur le modèle de Bitcoin, ou en tout cas avec une technologie proche de celle de Bitcoin. C'est ce qu'on appelle la blockchain, un terme que j'évite d'utiliser. Mais enfin voilà, on pouvait gérer autrement qu'en créant de la monnaie dette qu'on va nous demander de rembourser. On pouvait aussi donner aux corporations visées par la crise la possibilité d'émettre leur monnaie pour rebondir et monétiser leur patrimoine et financer la reprise. Mais on n'est pas sorti de la boîte, on est resté sur le vieux schéma, alors que c'était l'opportunité de changer des choses et de tenter des choses, justement sans grand risque, parce que la technologie est maîtrisée, et on ne l'a pas fait. Donc c'est un peu dommage, mais en tout cas, la monnaie dette avec intérêt, c'est bien, mais tant que ce n'est pas monopolistique. Voilà. Oui, la conclusion de ce que tu dis est différente un petit peu de l'introduction où tu étais plus radical, me semble-t-il. Je te rejoins sur ce point-là, c'est-à-dire que… J'étais radical, je me suis mal exprimé. La diversité des motifs est importante, et donc on en vient à un autre point qu'on a déjà évoqué et qu'on va réévoquer probablement, qui est la question de la pluralité monétaire. Mais un point quand même que je voudrais souligner, c'est que on est entré depuis le début de cette époque néolibérale, à la fin des années 70, à partir de la fin des années 70, dans une époque de libéralisation financière. Et donc on observe en fait une sorte de croisement sur cette période-là, qui nous sépare complètement de la période qui précède les années 70, qui précède la fin des années 70. On a vu se croiser, c'est-à-dire avant cette période-là, on avait à la fois une répression financière et une forme de capacité, notamment des pouvoirs publics, à financer plus facilement leurs dettes par le biais du Trésor. Et cette répression financière, elle a été soigneusement démontée dans les années qui ont suivi, avec un processus au contraire de libéralisation financière qui se traduit effectivement par un rôle accru du système financier dans son ensemble, et y compris des banques, bien entendu, donc avec des processus de profitabilité plus importantes, etc. C'est en cela que la monnaie devient soumise à la finance, et on a en même temps donc une forme de répression monétaire, des États en particulier. Et donc c'est ce balancement, il me semble, qu'il faut avoir en tête, et un point important, me semble-t-il, c'est de restaurer des formes de répression financière pour limiter cette sphère financière qui a pris trop de pouvoir sur le reste de l'économie, y compris sur la souveraineté dans sa dimension monétaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, à mon avis, il est possible, sur les questions de crédit bancaire et d'émission monétaire par les banques, de réinstaurer des règles qui pourraient être notamment des règles d'intérêt. Quoique en ce moment, les taux d'intérêt, quoi qu'il en soit, sont extrêmement faibles. Donc, c'est pas en ce moment, en quelque sorte, que le problème est crucial. On a vu en 2008 ce que ça donnait quand je veux dire, qui garde les gardiens? Quand tu mets en place des gardiens, le problème, c'est qui garde les gardiens. Tu te retrouves très rapidement avec des gardiens qui sont des anciens de Goldman Sachs et qui vont effectivement faire les règles, comme tu dis, mettre des règles en place pour mieux les contourner, etc. Donc, je ne crois absolument pas à la réglementation de la finance. Ça ne marche pas. Si ça marchait, on le saurait depuis 20 ans. Par contre, je crois à mettre en place des contre-pouvoirs. C'est-à-dire qu'effectivement, Bitcoin, c'est un contre-pouvoir, puisqu'il y a des gens totalement nouveaux, totalement en dehors de la sphère financière, j'ai envie de dire comme moi, mais beaucoup d'autres. On est à 100 millions d'utilisateurs. Tu ne vois pas là l'apparition de pouvoirs financiers alternatifs qui en même temps sont aussi en phase de pénétration intensive avec le système financier, avec le développement de pratiques financières par les banques, y compris Goldman Sachs et autres, avec les crypto-monnaies. Donc, de ce point de vue, il y a en fait une capture des crypto-monnaies par le système financier classique. On ne peut pas empêcher les puissants de s'approprier une technologie, quelle qu'elle soit. Ils vont s'approprier forcément une technologie. Le challenge, c'est de donner cette technologie aussi à l'homme de la rue. Et c'est ce que réussit Bitcoin, malgré tout, malgré tous les reproches qu'on peut adresser à je ne suis pas sûr qu'il donne le droit à la capacité d'émission monétaire à l'homme de la rue. Tout le monde peut être sa propre banque. Et quand je dis l'homme de la rue, ce n'est pas seulement l'homme de la rue dans les pays développés. C'est 2 milliards d'habitants sur Terre qui ne sont pas bancarisés.
Donc ça, c'est peut-être que effectivement, si on raisonne que à l'échelle des pays développés, les phénomènes que tu décris sont justes, mais si on raisonne d'une manière plus globale, il se met en place, quoi qu'on dise, grâce aux crypto-monnaies, un système alternatif. Il existe, on ne peut pas le nier. Après, qu'il y ait des interférences de la monnaie traditionnelle, donc de ceux qui détiennent la monnaie traditionnelle, donc la finance traditionnelle, c'est évident, mais on voit déjà qu'ils ont affaire à un contre-pouvoir. Ils ne sont plus sur leur terrain de chasse habituel. Ils sont en infériorité technologique malgré tout parce que ils sont pas aujourd'hui équipés. En tout cas, les grandes banques ne le sont pas. Les systèmes bancaires globalement n'ont pas fait leur migration sur ces technologies. Donc, il y a quand même une forme de contre-pouvoir qui s'est installée. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Effectivement, je pense qu'il faut mettre en place des contre-pouvoirs. Et donc, c'est pour ça que je crois que la décentralisation est un facteur très important, parce que si on a un contre-pouvoir centralisé, il n'a aucune chance de résister effectivement aux pressions ce que j'appelle des forces du statu quo. En effet, je crois qu'on pourra en reparler dans une question qui va porter sur les crypto-monnaies. Alors là, effectivement, je dois lancer un peu le débat, mais je sais que tu es un bon spécialiste des monnaies locales. Moi, je suis modestement un spécialiste de Bitcoin et peut-être d'Ethereum, mais modestement au plus de crypto-monnaies, parce que je considère que pour devenir un spécialiste, il faut effectivement connaître ces systèmes en profondeur. Et chacun a sa logique et sa gouvernance propre, son protocole, ce qu'on appelle le protocole. Et même un changement minime d'un protocole peut avoir des conséquences, des impacts assez importants sur le fonctionnement d'une crypto-monnaie. Donc, je pense qu'il faut rester assez modeste quand on se définit comme un spécialiste des crypto-monnaies. Moi, je ne me définis pas comme un spécialiste des crypto-monnaies. Je me définis comme quelqu'un qui pratique et fait partager son expérience de Bitcoin. Et je dirais dans une moindre mesure d'Ethereum, que je considère comme un réseau de tests pour le futur de Bitcoin. Donc voilà comment je peux aborder ce sujet. Donc monnaie globale versus monnaie locale, pour moi, je résumerais ça en disant on n'attaque pas la finance internationale avec un canif. C'est-à-dire que si on veut avoir le moindre impact sur effectivement ce qui se passe à l'échelle macroéconomique, effectivement, il faut think big, act local, think global and act local, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut à son niveau agir localement. Donc pour moi, j'ai fondé une entreprise en France, je ne me suis pas délocalisé aux Bermudes. Et par contre, j'ai embrassé une technologie qui a une vocation mondiale, qui est Bitcoin. Parce qu'effectivement, je fais dès lors partie d'un écosystème qui regroupe 100 millions d'utilisateurs et beaucoup d'autres sociétés avec lesquelles je peux échanger. Et on a l'impression effectivement d'avoir atteint une masse critique. Et c'est ça l'intérêt d'une monnaie globale qui a un ancrage, je dirais, complètement délocalisé, décentralisé. Donc ça, c'est la force. Le succès de Bitcoin, c'est la décentralisation, puisqu'effectivement, c'est sa force. C'est-à-dire que tous les autres systèmes qui sont venus après sont plus centralisés que Bitcoin. Donc, c'est dans une image que j'emprunterai à l'immobilier, effectivement, quand on vend un immeuble, en général, le dernier étage, c'est le plus cher parce que l'appartement du dernier étage est plus cher parce qu'il n'y en a qu'un. Tous les autres, il y a 6 étages. Il y a 6 étages, il n'y en a qu'un qui est le dernier étage et qui a cette propriété d'être au dernier étage. Et Bitcoin, c'est un peu le dernier étage. Si on voit les crypto-monnaies décentralisées comme plus ou moins décentralisées, je dirais du sol jusqu'au dernier étage, Bitcoin, c'est le dernier étage. Et c'est pour ça qu'effectivement, il a un succès et qu'il domine le marché des crypto-monnaies. C'est à cause de cette décentralisation. Sans cette décentralisation, en effet, il pourrait être influencé, racheté, dilué de plein de façons. Et c'est ce qui va arriver à tous ces autres systèmes centralisés, je pense, qui sont donc pour moi essentiellement à ce stade-là des réseaux de tests où on teste des technologies et des usages, d'ailleurs parfois contestables, comme autour de la finance. Mais c'est le côté programmable, disons, de la monnaie, qui est aussi un élément très important, c'est-à-dire qu'on teste des usages nouveaux sur des réseaux de tests. Donc cette multiplication des monnaies globales
concurrente de Bitcoin, va permettre à Bitcoin de s'imposer comme l'épine dorsale donc, de ce système de crypto-monnaie, avec des différentes technologies sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce que ce n'est pas le sujet ce soir. Mais globalement, c'est le chemin que ça prend. Et encore une fois, le fait d'avoir affaire à des monnaies globales, ça permet de gagner du temps surtout, parce qu'on a affaire du coup à une communauté de développeurs qui est bien plus large que la communauté de développeurs, par exemple, parisienne ou française. Même si on a des très bons développeurs en France, je le souligne au passage, c'est une de nos forces, je pense qu'il faut qu'on n'exploite pas assez, qu'on exporte peut-être trop, c'est nos développeurs, mais globalement, une monnaie... on est sur des challenges technologiques quand même importants sur ces réseaux de pair à pair. Et le fait d'avoir une monnaie globale et décentralisée, ça permet aussi d'attirer les talents, les meilleurs talents, parce qu'on a évidemment un pool de gens bien plus importants dans ce cas-là. Voilà ce que je peux dire. C'est encore une fois, on ne s'attaque pas à un système aussi puissant que la finance internationale, avec un canif, donc avec des monnaies locales qui seraient trop petites pour avoir le moindre impact. Et qui d'ailleurs parfois, dans le cas des monnaies locales, enfin tu vas peut-être en parler, mais qui dans le cas des monnaies locales, en fait, sont juste la chevelure du réseau euro. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des euros émis sous forme de monnaie électronique qu'on a rebaptisé. Et dans ce cas-là, alors l'impact, à mon avis, est nul, puisqu'on est juste en train de développer la chevelure d'un réseau, mais on ne parle pas d'un nouveau réseau. Or, si on veut créer des alternatives, il faut être sur d'autres réseaux, évidemment, que le réseau existant, qui est le réseau euro. Voilà, je vais te laisser répondre maintenant à tout ça. Alors moi, je ne poserai pas monnaie locale et monnaie globale. Je dirais les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais d'ailleurs, je préférerais d'ailleurs éviter le terme monnaie globale. Ce terme souvent est employé pour dire que l'on recherche une solution qui permette de se passer de toute autre monnaie, c'est-à-dire d'une monnaie unique mondiale. Or ça, c'est une utopie qu'on traîne depuis longtemps. Il y a des propositions de ce type déjà au VIe siècle. Mais donc, je crois que tout simplement, ça ne marche pas. On a déjà des problèmes avec un euro pour près d'une vingtaine de pays. Donc, on peut imaginer les problèmes que l'on aurait avec une monnaie unique mondiale. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il ne faut pas opposer les types de monnaies, c'est-à-dire que les monnaies nationales correspondant à un espace de souveraineté ont toujours leur place, bien entendu. L'euro, je crois, a aussi son rôle à jouer, justement, en tant que vecteur d'une communauté de destin en Europe. Et puis, il y a d'autres éléments. Et c'est ce qui conduit à parler de pluralité monétaire ou de système monétaire articulant des formes différentes et complémentaires. Et donc, cette idée de complémentarité et non pas de substitut, moi, me paraît extrêmement importante. Et on peut y penser, notamment en revenant à Adam Smith, c'est la question des routes, puisque l'idée, c'est qu'on a autant besoin de grandes voies permettant de faire transiter des marchandises sur de longues distances que de toutes petites voies permettant de le faire pour des distances beaucoup plus courtes. Donc, c'est vraiment la question de la complémentarité, je crois, qui se pose. Et de ce point de vue, il me semble qu'il y a effectivement un besoin de monnaie, ça c'est pas nouveau non plus, de monnaie internationale. C'est ce qu'avait proposé par exemple John Maynard Keynes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour la période qui allait suivre. Il proposait un système de monnaie proprement internationale qui ne soit pas, comme le dollar l'a été, une monnaie nationale utilisée au plan international, et donc quelque chose qui aurait été véritablement international et émis sur des règles particulières qui sont celles du crédit mutuel, du crédit mutualisé, qu'on utilise aussi aujourd'hui parfois dans des systèmes de monnaie alternative par exemple. Et donc il y a ce besoin-là parce que tout simplement cette monnaie proprement internationale ne peut pas être perturbée par les politiques monétaires de chaque pays et en particulier du pays hégémonique. Ce que montrent, je crois, les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin et quelques autres, c'est la possibilité qu'il y ait des monnaies qui ne jouent pas de rôle international à proprement parler, mais un rôle transnational, comme vecteur en quelque sorte, traversant les vieilles frontières qui existent encore néanmoins.
Et puis, il y a la question d'autres formes monétaires, y compris les monnaies locales. Et celle-là, alors je comprends ton image de la chevelure du système euro ou du réseau euro, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que, bien sûr, les monnaies locales, telles qu'on les évoque ici, sont émises en contrepartie de monnaies nationales ou d'euros. Et donc, il faut bien avoir ça en stock pour pouvoir les émettre. Mais leur circulation est orientée vers le territoire local et plus spécifiquement encore vers des prestataires et des usagers qui sont particuliers. Les prestataires en question, ce sont des professionnels qui respectent les valeurs ou les objectifs qui ont été fixés par l'émetteur de la monnaie locale. Et par conséquent, cette monnaie locale, ce n'est pas simplement un double local de l'euro, c'est quelque chose qui doit promouvoir un type particulier d'économie dans l'espace limité qui est celui du territoire défini par la monnaie locale. Alors, cela dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que comme tu le dis, c'est un canif pour attaquer le système financier. Et c'est vrai que dans le discours des personnes qui soutiennent les monnaies locales, il y a souvent cette idée qui consiste à créer des systèmes de monnaie locale pour lutter contre la spéculation, contre le système financier, etc. Et il est évident que cette ambition n'est pas atteinte, ou de manière infinitésimale. Mais elles font partie d'un ensemble diversifié de monnaies alternatives, et je rapporterai ça aux dynamiques d'économie solidaire. L'économie solidaire, c'est un ensemble d'initiatives qui, d'ailleurs, ont vocation dans un territoire particulier, dans une localité, dans un espace qui est assez clairement défini et réduit par rapport à l'espace national, par exemple, et a fortiori par rapport à l'espace mondial. Mais ces initiatives qui cherchent à être au plus près des populations qui en bénéficient ou qui les utilisent ou qui les créent, puisqu'il y a une dimension participative importante, ces initiatives ne visent pas à devenir très grosses. Ce qui est important dans ces initiatives d'économie solidaire en général, c'est leur construction en réseau. C'est le fait qu'elles essaiment. Et ce n'est pas le fait d'obtenir un projet qui soit plus grand, et qui puisse conquérir, après avoir conquis, par exemple, une agglomération, le département, la région, le pays, et voire aller plus loin. Donc on est dans des registres différents. Et c'est là, de nouveau, où je crois que la question de la pluralité monétaire joue son rôle, et pour moi, la signification est celle-là. La pluralité monétaire, c'est l'existence et le besoin qu'il y ait des formes monétaires différentes et complémentaires justement parce qu'elles sont différentes. Depuis ces petites initiatives qui vont être localisées et essaimer plutôt que grossir, jusqu'à des dispositifs qui ont une portée transnationale, par exemple. Oui, j'entends ce que tu veux dire, Jérôme, là-dessus. Je veux souligner que Bitcoin permet d'émettre une monnaie locale. Je veux être très clair là-dessus. Il y a des technologies sur Bitcoin qui permettent d'émettre une monnaie locale de manière très sécurisée, sous forme de ce qu'on appelle de token. Et donc, on peut très bien émettre une monnaie locale avec un panier pour définir sa valeur, etc., qui ne soit pas nécessairement l'euro. Donc, il y a plein d'idées à creuser, mais je trouve que c'est un peu dommage de faire, je dirais, ce que j'appelle moi l'euro en modèle réduit. L'euro en modèle réduit. Ça, justement. Malheureusement, pour moi, c'est ça, parce que c'est ce que je vois. Après, pour moi, c'est plutôt l'économie solidaire, c'est plutôt d'organiser, par exemple, l'aide au développement avec une crypto-monnaie qui va permettre de flécher la distribution vers ceux qui en ont vraiment besoin, en bypassant le système bancaire, par exemple, d'un pays en voie de développement, qui est un système bancaire parfois, je ne vais pas généraliser, mais parfois corrompu, donc on peut revisiter l'aide au développement grâce à une crypto-monnaie globale. Donc là, on fait du développement local avec un système global. C'est plutôt ma vision
parce que la monnaie en soi n'est pas ce qui va transformer l'économie, va créer une économie circulaire. C'est bien plus complexe que ça, créer une économie circulaire. La monnaie n'est qu'un outil qui doit s'effacer au maximum. Et il doit surtout pas être là pour signaler la vertu d'un projet, parce que c'est pas du tout l'alpha et l'oméga de l'économie solidaire, c'est juste un rouage. Et ce rouage, s'il est normalisé, s'il est efficace, s'il est standardisé à l'échelle mondiale, on est plus efficace. Il y a moindre coût. Et c'est pour ça que je pense qu'un système global est préférable. Après, je parle là de la technologie, parce que j'ai dit la monnaie au XXIe siècle, c'est un réseau, donc c'est une technologie, il faut être modeste là-dessus, je pense qu'il faut l'admettre et juste en tenir compte dans ses décisions. Après, la gouvernance, toutes ces choses, ces grands mots qu'on nous avance aussi, c'est à mon avis plutôt un héritage de l'ancien monde, où effectivement il y avait une gouvernance. Alors d'ailleurs ce mot-là, on parle de gouverneur d'une banque centrale, donc c'est un mot qui est très très survalorisé dans les discussions sur la monnaie. Je dirais que moins il y a de gouvernance, plus elle est décentralisée, plus elle va être efficace. Sinon, plus elle va être gouvernée au sens traditionnel, plus elle va ressembler à l'euro. Donc là encore, si effectivement je te rejoins, il y a complémentarité si on fait quelque chose de différent. Mais si on fait l'euro en modèle réduit, encore une fois, on ne fait pas grand-chose d'utile. Ça, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et je suis les monnaies locales depuis 30 ans parce qu'elles font partie du paysage depuis 30 ans. Et là, elles ont une sorte de coup de jeunesse avec les crypto-monnaies. Elles sont ressorties du placard comme si c'était quelque chose de tout d'un coup qui était devenu davantage utile. Non, c'est toujours aussi inutile en fait, je pense. Et c'est pour ça que... Ils ne sont pas ressortis du placard avec les crypto-monnaies. En tout cas, en tant que technologie, c'est totalement inutile. Après, encore une fois, que des communautés émettent leur propre monnaie, c'est exactement ce que je préconise. Donc, ça peut être, là, c'est là où je te rejoins, c'est que ça peut être une municipalité, ça peut être un territoire qui dit on va émettre telle monnaie avec tel objectif parce qu'il n'est pas servi par ailleurs. Là aussi, faut se méfier de faire des choses qui ne sont la solution d'aucun problème. C'est parce que quand un projet échoue, c'est en général à cause de ça. Et les monnaies locales, on aurait peut-être plus demandé depuis 30 ans qu'elles essayent d'exister, si elles étaient réellement la solution à un problème. Encore une fois, je ne pense pas que l'économie circulaire ait besoin d'une monnaie locale. Ouais. On parle peut-être pas de la même chose, c'est-à-dire que les monnaies locales telles que j'en parle là, et telles que, je pense, tu les as en tête, c'est-à-dire des formes convertibles, elles sont émises à partir d'une réserve en monnaie nationale, ce n'est pas si vieux, hein. Ça remonte, ça a 20 ans. Ça a 20 ans grand maximum, et en France, ça a 10 ans. Donc par contre, il y a d'autres formes de monnaie alternative qui relèvent d'autres registres d'émission. Et là, je peux reparler de la question du crédit mutuel, qui est cette forme possible d'émission monétaire en même temps que la transaction a lieu. C'est ce que Keynes proposait avec son Vancor vers 1944. C'est ce qu'on trouve dans les systèmes de type Sardex, qui est un crédit mutuel interentreprise. Un dispositif, c'est ce qu'on trouve aussi dans les CEL et dans les banques de temps, mais sur d'autres registres, pour d'autres types de transactions. La question du Sardex est intéressante parce que on est bien sur un territoire spécifique, qui ici est celui de la Sardaigne. Et l'idée est de promouvoir l'activité des PME sur l'île. L'île étant l'une des régions les plus pauvres d'Italie. Et donc avec beaucoup de choses qui sont en fait importées, soit du reste de l'Italie, soit d'ailleurs. Et ce dispositif de crédit mutuel, c'est un dispositif qui permet aux adhérentes, aux PME adhérentes, d'obtenir une forme de crédit gratuit, immédiat, sans condition, dans certaines limites, et sans taux d'intérêt, hein, on rejoint la question de l'intérêt. Et là, on a une forme d'émission monétaire par crédit, mais qui n'est pas un crédit bancaire, qui n'est pas adossé à un besoin de ressources sous forme de liquidité banque centrale, de monnaie banque centrale, etc. Et là, on a bien un dispositif de monnaie donc différent qui va aider l'économie locale, qui est complémentaire de l'euro, etc. Donc on a tous les éléments, si tu veux, sans pourtant que ce soit de la crypto, qui est de dispositifs cryptographiques. On a tous les éléments d'une pluralité monétaire qui, me semble-t-il, dans le cas précis du Sardex, est assez efficace pour l'objectif qui est poursuivi.
Peut-être qu'on Merci peut pour passer à la question suivante. Pardon. Alors, c'est à moi, je crois. C'est à toi. Ouais. Cette question te revient. On fonctionne en séquence. Jusqu'où iront les crypto-monnaies? Je pense que l'innovation ira loin. Hein, la base des crypto-monnaies qui est donc la blockchain, hein, ce qui émerge avec le Bitcoin. J'ai beaucoup plus de doutes sur les crypto-monnaies elles-mêmes, au sens où leur hyper-volatilité me semble complètement contre-indiquée, à la fois à des usages financiers et encore plus à des usages monétaires. Et donc, pour expliquer un petit peu ça, je dirais que si la question jusqu'où iront les crypto-monnaies est celle du cours des crypto-monnaies ou de la capitalisation boursière des crypto-monnaies, alors la réponse me semble assez évidente, ça n'ira pas jusqu'au ciel. Rien ne va jamais jusqu'au ciel. Y compris les tulipes dans les années 1630, en tout cas le prix des tulipes dans les Provinces-Unies, à Amsterdam, non plus que tout type d'actifs dont le cours s'envole sous les assauts spéculatifs. Donc, en fait, si je prends la question sous cette forme-là, on est de toute évidence dans un processus de bulle. Et cette bulle est alimentée par toute la liquidité qui est versée par les banques centrales, à commencer par le Fed aux États-Unis et la Banque centrale européenne, pour maintenir ou assurer des taux d'intérêt à long terme faibles, puisque c'est le processus dit d'assouplissement quantitatif ou de quantitative easing. Et ce processus par lequel les banques centrales rachètent massivement et très régulièrement des titres de dette publique et privée se traduit par l'injection massive de liquidités qui restent dans le système financier. Et ça produit des bulles énormes sur notamment les valeurs dites technologiques aux États-Unis. Vous avez une bulle énorme sur l'action Tesla, par exemple. Et puis, cette bulle, en fait, se transmet également dans le domaine des crypto-monnaies, avec une capitalisation aujourd'hui qui approche les 2000 milliards de dollars, qui est sans commune mesure avec celle qui pouvait exister il y a 5 ans, ou même il y a 2 ans. Et de ce point de vue, on est face donc à un système spéculatif qui pose un problème parce qu'il éclatera bien un jour. Et dans ce cadre-là, le danger pourrait être très grand si, comme aujourd'hui c'est le cas, le système financier, les banques classiques et autres acteurs financiers s'engouffrent dans le domaine. Puisque vous avez de plus en plus de banques et de marchés financiers classiques qui établissent des passerelles avec les crypto-monnaies. Je préférerais d'ailleurs, de ce point de vue, parler de crypto-actifs en m'alignant tout simplement sur le vocabulaire qui est utilisé par l'autorité des marchés financiers ou par la BCE ou la Banque de France. Je pourrais y revenir, mais tout simplement parce que là, on est vraiment sur une logique d'actifs et d'actifs très spéculatifs. Et donc, on a un risque majeur, enfin, pas encore majeur, mais qui, si cela continue, si ce processus continue, risque de devenir majeur, un risque de système, c'est-à-dire un risque que l'éclatement de la bulle se traduise par un effondrement tendanciel, si vous voulez, du système financier par un simple effet de domino. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les subprimes, mais d'une autre manière, hein, à partir d'un autre problème. Les subprimes, où vous aviez une diffusion dans un grand nombre d'acteurs financiers de par le monde, y compris un fonds norvégien gérant des retraites, des risques liés au défaut de remboursement probable des populations dites subprimes, donc à faible capacité de remboursement, aux États-Unis. Le tout par des processus de titrisation, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est aujourd'hui, pour moi, de toute évidence, un phénomène de bulle
financière sur les crypto-actifs pourrait être vraiment très dangereux à l'avenir si ce processus se poursuivait. Alors après, il y a l'autre aspect de la question, c'est-à-dire jusqu'où iront les crypto-monnaies, c'est aussi, je crois, jusqu'où iront la blockchain, jusqu'où iront les usages de la blockchain. Et là, il me semble que c'est complètement différent. Et je pense que je pourrais tout à fait être d'accord avec Pierre, dont j'attends vivement la réponse. Mais c'est-à-dire que la blockchain est une innovation qui effectivement est très importante, qui déjà a été très fortement diffusée, qui se diffuse beaucoup déjà dans le monde monétaire, et qui se diffuse dans le monde monétaire depuis des dispositifs alternatifs jusqu'au cœur du système monétaire avec les banques centrales. Puisqu'on a, par exemple, des monnaies locales dont on parlait tout à l'heure, qui ont développé leur modèle numérique à partir d'une blockchain sur base Ethereum, sauf erreur de ma part. Vous avez un dispositif de crédit mutuel interentreprise en Argentine qui s'appelle Monnaie la Part, qui est aussi construit sur la base d'une blockchain. Le Lemanex pour la monnaie locale Lehman, qui est aussi un crédit mutuel interentreprise sur la base de la blockchain. Il y a la June et d'autres monnaies dites libres dont on a parlé précédemment dans ces débats qui se construisent sur la base de blockchain. Vous avez des acteurs nouveaux comme Facebook et d'autres qui ont construit ou présenté des projets de monnaie, de crypto-monnaie privée de type GAFAM, donc d'une autre nature, sur la base de la blockchain. Donc. Et puis vous avez les banques centrales, dont la banque centrale chinoise, qui est très en avance sur ce registre-là, et qui prévoit et qui expérimente actuellement des monnaies de banque centrale sur base de blockchain. Donc, dans le seul domaine monétaire, et ce n'est pas le seul domaine, bien sûr, la blockchain se diffuse énormément. Et il me paraît évident que cette innovation va continuer à se diffuser. Simplement, et là pour me focaliser sur les crypto-monnaies au sens strict du terme, pour moi, c'est-à-dire les monnaies qui sont d'usage monétaire, donc compte éventuellement, puis surtout paiement probablement, sur base de blockchain, là on a actuellement un problème qui est celui de l'hypervolatilité des cours, sauf pour les crypto-monnaies qu'on appelle les stablecoins et qui cherchent à stabiliser leur cours, souvent d'ailleurs par rapport à des paniers de monnaie de devises classiques. Donc là-dessus, moi je ne suis pas complètement fixé, disons, sur l'avenir de ces crypto-monnaies dans le sens strict des monnaies sous forme cryptographique, dans la mesure où ça dépendra, à mon avis, fortement du devenir de cette volatilité qui est beaucoup trop importante à ce stade. Oui, alors écoute, je ne suis pas surpris du tout par ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on entend quand même assez fréquemment. Effectivement, d'abord la référence à la blockchain. Effectivement, tu fais référence à une partie de la technologie Bitcoin qui est la blockchain, qui permet de faire fonctionner le réseau, qui fait partie du protocole. Mais en fait, cette disposition technique, je dirais, n'a d'autre objectif que essentiellement la décentralisation de Bitcoin. C'est-à-dire que ça le permet de déployer ce qu'on appelle une preuve de travail qui fait que Bitcoin en fait représente la tokenisation d'une énergie passée. J'ai parlé de la monnaie dette qui était la tokenisation d'une énergie future. Bitcoin, c'est la tokenisation d'une énergie passée, donc c'est un peu ce qu'on appelle en thermodynamique une énergie potentielle, exactement d'ailleurs comme l'or, qui représente l'énergie passée de son minage, de la fabrication de la pièce, de la logistique de la pièce, etc. Donc c'est de ce point de vue-là, la blockchain, l'usage du mot blockchain comme une technologie, je dirais, sous-jacente, c'est un peu comme si on compare Bitcoin et blockchain, c'est un peu comme si on parle, je dirais, d'Internet et d'intranet. C'est-à-dire qu'effectivement, une entreprise, une monnaie centralisée peut s'emparer d'une partie de la technologie pour faire son réseau et dire que c'est une blockchain, mais en réalité, on a fait un intranet dans ce cas-là et c'est une monnaie centralisée. La monnaie vraiment décentralisée, aujourd'hui, il y en a finalement pas tant que ça. Et effectivement, il y a Bitcoin, il y a Ethereum et il y a des monnaies davantage centralisées comme Tezos. Mais globalement, la notion de blockchain
initialement, c'est quand même pour faire de la décentralisation. Donc, le fait que des entreprises, après, quand elles disent qu'elles font de la blockchain, c'est un peu, à mon avis, un début de langage, puisqu'en fait, elles font un réseau centralisé, comme Facebook, tu l'as cité, avec Libra. Si Facebook utilise la blockchain, ça reste quelque chose de totalement centralisé au-dessus de Facebook. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que ce soit une blockchain, ils pourraient le faire entre nous en base de données classique. Mais passons. C'est un débat un peu technique dans lequel je veux pas m'apesantir. Mais plus fondamentalement, jusqu'où iront les crypto-monnaies, je dirais pas, elles n'iront pas toutes au même endroit. Déjà, Bitcoin, c'est un substitut à l'or. En fait, la fonction première de Bitcoin aujourd'hui, c'est d'offrir une alternative à l'or comme réserve de valeur et je dirais comme étalon monétaire international, puisque aujourd'hui les banques centrales, tu parlais de valeur spéculative, la valeur spéculative historique, c'est l'or, puisqu'à partir du moment où on a créé la monnaie dette, donc une monnaie qu'on appelle élastique, quand elle est confrontée à une monnaie, un étalon comme l'or qui a une quantité relativement inélastique, effectivement, on observe de la volatilité. La volatilité ne vient pas de l'or ou de Bitcoin, elle vient essentiellement d'ailleurs de la monnaie élastique. C'est amusant qu'on retourne finalement je dirais la faute sur l'actif en disant qu'il est volatile. En fait, c'est juste l'euro. Il y a eu 2000 milliards d'euros qui ont été créés en un an pour faire face à la crise. Ça ne me semble pas aberrant que le prix du Bitcoin ait augmenté autant et soit donc considéré comme volatile, parce que quand un actif augmente rapidement en valeur, effectivement, on observe de la volatilité, c'est assez normal, puisque le marché est en train de découvrir le prix, c'est ce qu'on appelle la découverte du prix dans la formation des prix, donc c'est assez normal. Et on observe le même phénomène sur l'acier, et personne ne me parle de l'augmentation du prix de l'acier. Curieusement, on se focalise sur Bitcoin et Tesla, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ça affecte toutes les peurs. Donc, alors spéculation d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis toujours fasciné par l'usage de ce mot comme quelque chose qui serait aussi, il y aurait des actifs spéculatifs et d'autres qui ne le seraient pas. Je conteste tout à fait cette vision du monde. La spéculation, c'est comme la pluie et le beau temps, on la subit. Et en l'occurrence, la spéculation, ça consiste effectivement à faire des hypothèses sur le devenir d'un projet. Les gens qui, par exemple, ont investi dans ma société Pemium en 2015 ont fait des hypothèses sur le développement de ma société et ont décidé d'investir. Donc, on peut dire que ce sont des spéculateurs. Moi, je les vois plutôt comme des investisseurs, mais on peut très bien les qualifier de spéculateurs. Moi, je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de démoniaque. Et en tout cas, c'est certainement ma société qui est un outil de spéculation. Parce que c'est une valeur technologique. Non, c'est juste que c'est dans la psychologie humaine, évidemment, de faire des hypothèses, de voir le futur à sa façon, de faire ses propres, développer sa propre vision, d'encourager les projets dans lesquels on croit, etc. Donc pour moi, c'est pas de la spéculation, c'est de l'investissement. Et en l'occurrence, puisqu'on a cité Tesla, effectivement, les gens qui achètent du Tesla aujourd'hui, ils font des hypothèses sur le développement de Tesla qui leur appartiennent et c'est leur liberté. Et pour moi, c'est pas de la spéculation. Et quand on achète du Bitcoin, on fait des hypothèses, je dirais plus sur le devenir de l'euro que sur celui de Bitcoin. Parce que sur celui de Bitcoin, il est assez bien tracé. Il y a la technologie, on voit très bien comment elle se développe. Au bout de 12 ans, Bitcoin est en gros là où était Internet au bout de 12 ans. C'est-à-dire qu'on a les mêmes métriques. On sait qu'on est au début de la courbe de Bitcoin en termes d'adoption. En termes d'usage, effectivement, on commence par la réserve de valeur, donc substitut à l'or, ce qui en fait d'ailleurs une monnaie éminemment écologique, parce que l'or l'extraction de l'or est bien plus polluante que celle de Bitcoin, contrairement à ce qu'on peut lire souvent, parce que Bitcoin est conçu pour consommer des surplus énergétiques, donc de l'énergie low cost, donc de l'énergie en surplus essentiellement. Je dis bien conçu pour ça, je ne dis pas qu'il y a 100% du minage qui se fait avec des surplus, mais il y a en gros 3/4 des minages qui se fait avec du surplus énergétique de production électrique, donc c'est conçu comme ça. Donc ça permet de monétiser des surplus électriques. Je rappelle qu'il y a, il y a 20 000 TWh qui sont produits, d'électricité qui sont produits dans le monde. Donc si Bitcoin consomme 200, ça fait, on est à moins de 1%, même 100 plutôt exactement. On est à moins de 1% de la consommation. Je doute que la consommation électrique ne soit pas les pertes, les surplus représentent bien plus que ça. Évidemment, quand on sait ce que c'est qu'un réseau électrique, comment il fonctionne, on sait qu'il y a des surplus parce que l'offre et la demande sur un réseau électrique sont extrêmement difficiles à matcher à tout instant. Donc, il y a des surplus. Et Bitcoin est conçu pour les consommer. Donc, Bitcoin, c'est essentiel. Donc, pourquoi effectivement, je suis absolument convaincu du devenir, d'un avenir radieux, je dirais, pour Bitcoin, c'est que ça offre un substitut à l'or en étant beaucoup moins polluant. Et non seulement c'est un minage qui consomme moins, mais qui consomme des surplus contrairement à celui de l'or, et surtout qui ne détruit pas l'environnement, c'est un minage propre.
C'est dans des data centers, on n'a pas à détruire des territoires et les polluer avec du mercure et toutes sortes d'autres métaux pour extraire l'or, et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi, j'encourage déjà les banquiers centraux à rééquilibrer leurs avoirs réserves de valeur, c'est-à-dire à commencer à basculer de l'or vers Bitcoin parce que c'est beaucoup plus propre. Donc ça, c'est un premier usage. Et ça, alors si on parle macroéconomiquement, l'or, réserve de valeur, la dernière fois que je regardais, c'était en gros 3 000 milliards de valorisation. Donc Bitcoin, c'est 1 000 milliards. Donc effectivement, on a une marge de progression qui est encore relativement significative pour Bitcoin. Ça veut dire qu'il pourrait, je dirais, probablement doubler si ça s'équilibre avec l'or, c'est-à-dire si on arrive à, par exemple, 2 000 milliards pour l'or et 2 000 milliards pour Bitcoin, si on avait juste un rééquilibrage des deux technologies que sont l'or et Bitcoin. Donc, l'or étant, à mon avis, une technologie relativement obsolète et polluante. Donc, jusqu'où ira Bitcoin? Voilà ma réponse. C'est déjà prendre une bonne part de ce que fait l'or aujourd'hui. Et après, comme réseau de paiement, parce que donc ces monnaies sont des réseaux, comme réseau de paiement, Bitcoin peut remplir une niche qui est celle des paiements en ligne, effectivement transfrontières et petits montants. Donc, typiquement, ce qui relève, je dirais, de l'aide au développement ou des transferts d'argent internationaux. Et là, comme réseau de paiement, il va remplir une tâche très utile. Après, l'effet sur son cours sera moindre que celui de réserve de valeur. L'usage réserve de valeur, à mon avis, va être prépondérant dans la détermination du devenir de Bitcoin et de son prix. Après, est-ce qu'il y a d'autres monnaies décentralisées qui peuvent prospérer? Oui, mais ça a un coût environnemental. Pour le coup, il faudra qu'ils se concentrent comme Bitcoin sur les surplus énergétiques. Donc, c'est possible, mais ça peut être sous-optimal parce que si on consomme la même quantité d'énergie, mais qu'on la fragmente sur deux réseaux, tu as parlé d'Ethereum, par exemple, et c'est une fragmentation qui fait qu'on a à la fin deux réseaux, mais qui sont moins sécurisés que si l'énergie était concentrée sur un seul réseau. Donc, c'est contestable du point de vue, je dirais, de gestion des ressources. Et d'ailleurs, Ethereum a prévu de basculer sur un mode qu'on appelle preuve d'enjeu, qui n'est plus preuve de travail, où il n'y a plus de consommation électrique, donc il n'y a plus en fait réellement ni décentralisation, ni quantité limitée comme avec Bitcoin. Donc, Ethereum va s'éloigner de son usage de réserve de valeur, etc., qu'il a tenté à un moment de contester à Bitcoin, et va se recentrer sur réseau pour tester des usages de monnaie programmable. Mais comme je l'ai souligné aussi, Bitcoin est une monnaie programmable qui peut permettre d'émettre des monnaies locales, de toutes sortes de monnaies, toutes sortes de nouveaux usages financiers ou non financiers. Donc, effectivement, on est comme au début d'Internet. Au début d'Internet, personne n'avait imaginé Twitter. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, personne n'imagine les usages de Bitcoin dans la technologie Bitcoin et du réseau Bitcoin dans 20 ans. Je pense que ce sera des usages dont on ne parle pas aujourd'hui. Mais à court terme, on a déjà l'usage réserve de valeur substitut à l'or qui a un intérêt environnemental. Et c'est pour ça que je pense que même à court terme, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe, sa progression est tout à fait justifiée. Voilà ce que je peux dire, même si on pourrait en parler beaucoup plus longuement, évidemment. Oui. Bon, peut-être une ou deux remarques à la suite de ce que tu as dit. Le premier point, c'est le côté écologique. Je pense qu'il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que, évidemment, si tu compares par rapport à l'or, oui, bien sûr, extraire de l'or, c'est extrêmement dévastateur au plan écologique. Mais a-t-on besoin de l'or dans notre système monétaire? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Quel est ce besoin de disposer de cet actif? D'autant plus que cet actif a tout de même été mis en retrait depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins important aujourd'hui dans les coffres des banques centrales ou dans leur bilan qu'il n'a pu l'être, qu'il ne l'était autrefois. Ah, moi, j'ai entendu donc, que la Banque centrale de Pologne avait acheté de l'or tout récemment. Il faut dire ça aux banquiers centraux, ils achètent de l'or encore. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers. Ah, mais non, mais c'est public. Je ne suis pas dans ces petits papiers. La question se pose, c'est-à-dire quand on réfléchit à des alternatives monétaires, on peut aussi réfléchir à celle-là. Et tout à l'heure, j'évoquais Keynes, qui justement se défie aussi fortement de l'or, qu'il avait qualifié de relique barbare déjà dans les années 20. C'est-à-dire que ça appelle quelque chose
qui est un besoin de se référer à une valeur qui ne serait pas humaine, en quelque sorte, qui serait une sorte de point fixe pour pouvoir fixer les valeurs proprement humaines, les valeurs économiques de l'humanité. Est-ce que ce besoin existe véritablement? Et faut-il véritablement remplacer l'or, qui certes est dévastateur quand on l'extrait, par du Bitcoin qui, tout de même, enfin, j'ai du mal à imaginer que le minage n'a lieu que quand il existe des surplus électriques. Sinon, il n'est pas rentable. Je ne crois pas que ce soit comme ça que ça se passe. Donc, je suis pas à l'aise du tout avec cette explication. Non, mais je veux rester là-dessus parce qu'on entend trop de fausses informations là-dessus. Je connais des mineurs, je sais très bien comment ça se passe. Ça n'est pas rentable de miner avec de l'énergie fossile. Il faut que les gens se mettent. Il faut quand même que le message soit passé. Je ne peux pas laisser dire que Bitcoin consomme de l'énergie fossile. S'il le fait, c'est que l'énergie fossile, là où il la consomme, est subventionnée et ne devrait pas être à ce prix-là. C'est ça le problème que soulève Bitcoin. Ce que permet Bitcoin, c'est vraiment de monétiser des surplus et donc de favoriser le développement d'infrastructures de production qui, comme on le sait, quand elles sont renouvelables, ne sont pas forcément en phase à tout instant avec la demande de la population, notamment à cause du cycle jour-nuit, etc. Enfin, je passe les détails, et à cause des problématiques d'équilibrage des réseaux électriques. Voilà. Donc, c'est pas vrai de dire qu'un réseau électrique n'a pas de surplus. C'est quelque chose qu'on peut factuellement observer. Et s'il y a des surplus, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas miner avec. Si on peut miner et extraire de la monnaie avec cette énergie pour l'utiliser ensuite dans les échanges et avoir un système décentralisé qui va permettre de monétiser et donc de favoriser le développement de ces infrastructures, je dis que ça a un effet bénéfique sur l'environnement et je le maintiens parce que j'ai étudié la question. Mais c'est vrai que tous les discours, tous les articles de journaux ne font état que du chiffre de la consommation sans demander d'où vient l'énergie qui est consommée, ce qui est le point fondamental. Quand les banques consomment de l'énergie, c'est de l'énergie fossile ce qui néanmoins apparaît dans ce que tu dis. Donc, c'est pas pareil. Ce qui apparaît quand même dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une consommation importante, tu parles de 100 TWh, d'électricité pour miner. Et donc ça, pour l'économiste que je suis, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la demande d'électricité, néanmoins, est supérieure pour pouvoir miner. Et donc, globalement, ça participe de cette production d'électricité. Mais je voulais souligner un autre point, qui est celui de la réserve de valeur. Un surplus, ça révèle. Laisse-moi passer à la question. Non, mais je peux pas laisser déformer ce que j'ai dit. Un surplus existe parce que tu ne peux pas éteindre une centrale et la rallumer comme on éteint ou on rallume une lampe, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a un surplus. Donc ça, c'est pas Bitcoin. Bitcoin ne crée pas le surplus ou la demande. C'est une énergie qui est perdue. Il faut que tu saches que quand l'énergie est en surplus derrière une centrale, pour équilibrer le réseau, il faut brûler l'électricité. C'est-à-dire qu'avant Bitcoin, les gens mettaient des bancs de charge pour brûler l'électricité. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, avec Bitcoin, ils ont quelque chose de plus intelligent à mettre qu'un banc de résistance. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je ne peux pas laisser dire que Bitcoin crée un problème environnemental. C'est juste faux. Factuellement, c'est faux. Et c'est un écologiste convaincu qui te parle et qui a étudié la question. Je ne suis franchement pas convaincu, moi, de cette explication. C'était... Bon, c'est-à-dire que, en quelque sorte, le Bitcoin n'est miné que lorsqu'il y a des surplus électriques. Je doute beaucoup. Mais si c'est dans d'autres circonstances, il y a des imperfections de marché sur l'énergie fossile. C'est pas Bitcoin qui crée ce problème-là. Bon, le dernier point, puis je m'arrêterai là, moi, c'est sur la question de la réserve de valeur. Je crois qu'il ne faut pas confondre l'augmentation extraordinaire du cours d'un actif avec la fonction de réserve de valeur. Puisque cette fonction de réserve de valeur, on utilise ce terme pour parler de monnaie. Une monnaie n'a pas pour fonction de gagner de la valeur. Elle a pour fonction de reporter la valeur d'une période à une autre. Et donc, une monnaie qui gagnerait de la valeur d'une période sur une autre serait une monnaie qui est déflationniste, donc ce qui pose un problème économique potentiellement important. Mais alors, si on est sur, en plus, une valorisation extraordinaire qui est celle sur laquelle les commentaires ces derniers temps vont bon train, comme ça peut être le cas aussi fin 2017 par exemple, on n'est pas du tout sur un registre qui est complet
avec les questions monétaires. On est sur quelque chose qui est complètement différent. Et donc, il me semble, pour ce qui me concerne, que cette volatilité extrême de l'actif Bitcoin et cette survalorisation extrêmement rapide dans les derniers mois, n'est pas compatible tout simplement avec des usages monétaires. En particulier parce que ce n'est pas quelque chose qui est destiné à durer. Je ne vois pas de pérennité possible dans des mouvements de ce type. Et donc, ce que tu mets en avant et qui est la question de la possibilité que le Bitcoin remplace cet autre actif de réserve qui est l'or, tout ça me paraît quand même hautement improbable du fait même des caractéristiques marchandes aujourd'hui du Bitcoin. Moi, je vois pas de variation de valeur du Bitcoin ou de l'or d'ailleurs. Je vois des variations de quantité d'euros et de dollars en circulation qui expliquent les variations de prix. C'est pas du tout la valeur de Bitcoin. Hein, on dit la valeur d'un réseau, c'est comme le carré du nombre de ses utilisateurs. On est en effet sur des technologies qu'on dit exponentielles en ce qui concerne Bitcoin, parce que c'est une technologie réseau. Et comme Internet, on observe, c'est sur la même courbe qu'Internet. Donc effectivement, il y a une progression exponentielle de sa valeur. Par contre, la volatilité et le fait qu'il y ait des pics comme celle qui est liée à la crise, à la création monétaire des euros ou du dollar, c'est pas Bitcoin, ça je regrette, c'est justement l'euro. Donc quand on parle du prix, de la valeur du Bitcoin en euros, on parle de la dévaluation, de l'inflation de la masse monétaire de l'euro. Donc c'est pas Bitcoin qui est en cause dans ce cas-là. La progression de Bitcoin, moi je la suis sur des métriques qui sont surtout pas le prix. Le prix est la dernière métrique que je regarde pour évaluer la progression de Bitcoin. Je regarde la technologie d'abord. Qu'est-ce elle évolue tous les ans. Tous les ans, il y a des améliorations. Je regarde le nombre d'utilisateurs qui progressent. Je regarde le nombre de marchands qui progressent. Et pour terminer parce que j'ai oublié un élément sur l'aspect pollution, c'est qu'une transaction Bitcoin, Jérôme, ça se fait entre deux téléphones. Ça se fait pas avec un terminal bancaire, juste pour donner cet exemple. Donc, les commerces, quand on va chez le commerçant ou qu'on prend le taxi, qu'on paye avec un terminal sans contact, en fait, on pourrait utiliser le téléphone du taxi, on pourrait utiliser le téléphone du marchand avec un paiement en Bitcoin. S'il a besoin de s'équiper d'un terminal dédié, ça c'est un élément, l'empreinte carbone de ce terminal, elle est non négligeable, autant dans sa consommation que surtout dans sa fabrication. Donc, l'aspect environnemental de Bitcoin, excuse-moi, je l'ai regardé sous tous les angles, il est évident pour quiconque regarde la réalité en face. Donc, je ne peux pas laisser dire que les écologistes sont contre Bitcoin, c'est qu'ils n'ont pas regardé le problème dans sa profondeur, tout simplement. Et donc, réserve de valeur, c'est une autre question que tu soulèves. Est-ce qu'on a besoin d'une réserve de valeur? Non, on a besoin d'alternatives à l'euro, à la monnaie dette, parce que c'est une logique folle, la monnaie dette. C'est ce qu'on avait. La question, est-ce qu'on a besoin d'une réserve de valeur? J'ai posé la question, est-ce qu'on a besoin d'actifs de réserve tels que l'or? C'est la question que tu posais. Bon, oui, c'est la question qu'il faut poser aux banquiers centraux. Si les banquiers centraux commencent à vendre leur or et sans racheter d'actifs comme Bitcoin, ok, ça change leur bilan. Et j'attends de voir mais je vois pas ce phénomène-là arriver. Donc c'est peut-être à eux qu'il faut porter ce discours, qu'ils ont des réserves d'or qui ne servent à rien et surtout qu'ils maintiennent le cours de l'or qui favorise leur paillage et des activités extrêmement nocives pour l'environnement. Donc moi je leur suggère de manière moins radicale, je dirais, d'échanger leur or contre des bitcoins. Et déjà ils ont fait un pas. Ils ont fait quelque chose pour l'environnement juste en substituant une partie de leur or avec du Bitcoin. Voilà, c'est juste ça que je disais. Mais après, je te rejoins sur l'aspect que la volatilité est un souci, mais dans le cas de Bitcoin, on l'utilise comme un réseau de paiement où on convertit au debout de la transaction dans l'instant de raison de la transaction. Donc, il n'y a aucun problème de volatilité, en fait. Puisqu'une transaction Bitcoin, contrairement là aussi à ce qu'on peut lire, elle se transmet en 2 secondes à travers de partout. Donc, il n'y a aucun problème de volatilité, en fait, à utiliser le réseau Bitcoin comme moyen de paiement. Comme réseau de paiement. Ce que tu dis est très important parce que ça signifie que le Bitcoin est utilisé pour passer d'une monnaie à une autre. C'est bien ça. Parce qu'on peut utiliser un stablecoin si on a peur, si on ne veut pas prendre le risque de change. Effectivement, on peut le faire. Moi, personnellement, si je reçois un paiement en Bitcoin, je ne vais surtout pas le convertir en euros. Mais au moins, on a cette optionnalité. Encore une fois, Bitcoin, ça donne le choix. C'est ça qui est intéressant dans Bitcoin, c'est que ça donne le choix aux gens. Ils ne sont pas obligés de l'utiliser, ils ne sont pas obligés de le conserver.
Mais si, comme toi, ils sont plutôt sceptiques, j'entends que tu es sceptique, eh bien, ils peuvent convertir en euros dès qu'ils reçoivent un Bitcoin, il n'y a aucun problème. Mais par contre, utiliser le réseau Bitcoin, c'est clairement plus écologique que d'utiliser un réseau de paiement traditionnel. Encore faut-il qu'il ait été miné. Mais oui, mais même là, comme tu le sais, il a été miné avec un surplus d'énergie, donc il n'a pas été nocif pour l'environnement. Au contraire, il a amélioré le business plan de l'infrastructure de production qui a été utilisée. Donc, bon, je crois qu'on a épuisé notre temps de parole. C'est pas impossible, oui. Donc, on va remercier nos auditeurs. Et je ne sais pas s'il y a de la place pour les questions. Merci Pierre. Merci à toi, Jérôme. Eh bien, je crois qu'on est encore en ligne. Ah oui, ça voudrait dire qu'il y aurait des questions peut-être. Donc, il nous reste une question. Qui viendrait du On va faire en conclusion et ouverture, je pense. Ou alors on conclut. Sur quel système monétaire pour favoriser les transitions, etc. On en a déjà parlé. Pour ma part, j'en ai déjà parlé, donc je vais te laisser conclure si tu veux sur ce point. Oui. Oh, j'aurais un registre un petit peu différent. C'est-à-dire que pour favoriser les transitions, alors il y a déjà ce qui est engagé et sans doute très ou beaucoup trop modestement et de manière limitée, et dans le cadre du système existant, puisqu'on voit aujourd'hui tout de même que les banques centrales réfléchissent à inclure des objectifs, notamment de neutralité carbone, dans leur action, aux côtés de la stabilité monétaire, hein, ce qui est quelque chose quand même d'assez nouveau. Et la Banque d'Angleterre européenne se pose la question. Ça, c'est un élément, mais évidemment, ça ne change pas centralement, en fait, ni le système monétaire et ni finalement, je crois, les dynamiques économiques qui sont à l'œuvre et qui sont destructrices. Et donc, il y a nécessairement d'autres choses à faire. Mais en même temps, et je pense que Pierre, tu seras d'accord, je n'en suis pas sûr. En même temps, enfin, vu ce que tu as dit, je pense que tu seras d'accord, il ne faut pas tout attendre de changements monétaires. C'est-à-dire que on peut avoir des systèmes monétaires ou des monnaies qui sont plus favorables à des logiques de transition, à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais la solution ne se trouve pas, à mon avis, prioritairement dans les systèmes monétaires. Et donc, personnellement, moi, je pousserais pour que on mette en avant des usages de formes monétaires plurielles, alternatives, qui soient notamment utilisées pour financer des projets de transition, pour financer partiellement ou à des niveaux variables, à décider, hein, et pour financer des projets d'investissement qui permettent de développer des productions bas carbone, en quelque sorte. Et tout ça, ce sont des usages possibles de dispositifs monétaires alternatifs. Mais évidemment, ce n'est pas, je pense, la solution principale et surtout pas la seule solution à l'enjeu écologique qui est devant nous. On est d'accord. Très bien. Je pense qu'on peut conclure sur ces paroles parce qu'on a épuisé notre temps.